Sportifs, on vous retrouve sur le podcast de Nakan avec mon conjoint de podcast Hermano qui, juste avant de commencer l'enregistrement de cet épisode, me racontait un petit peu son état de santé qui n'est pas au beau fixe. Hermano, comment ça va ? Bah écoute, ça pourrait aller mieux. Alors les auditeurs ne l'ont peut-être pas entendu, mais je viens de me clarifier un peu la voix en prenant une petite gorgée de mon thé bien chaud, puisque je n'ai pas la Covid, mais j'ai réussi à attraper une belle angine. Alors pourtant, je me protège avec les gestes barrières et autres, mais il faut croire que le dernier entraînement du week-end dernier a eu raison de mon système immunitaire. En tout cas, je vais essayer d'être au top, surtout pour recevoir notre invité du jour. Oui, et notre invité, Romain Adam. Romain, c'est la première fois qu'on accueille dans le podcast le frère d'un invité qui est déjà venu nous voir. Les auditeurs fidèles du podcast auront déjà donc entendu ton frère Guillaume dans le podcast. Aujourd'hui, on reçoit le deuxième frangin qui a co-créé l'application Run Motion Coach. Salut Romain. Oui, bonjour Grégory, bonjour Hermano, bonjour à tous. Et si vous avez déjà entendu Guillaume, vous allez entendre sûrement une similitude en termes de la voix, puisqu'on est frères jumeaux et on a une voix qui est relativement proche. Donc, soyez pas surpris. Voilà, exactement. Donc, les auditeurs qui sont fidèles et très attentifs remarqueront ce petit détail. Donc, co-créateur de la plateforme Run Motion Coach, mais aussi sportif accompli, un peu comme ton frère, en fait. Est-ce que tu arrives à nous parler un petit peu de toi en quelques mots ? Oui, un petit peu comme Guillaume. Moi, j'ai démarré par la piste quand j'avais une dizaine d'années. Maintenant, j'ai 30 ans. Et donc j'ai fait beaucoup de pistes sur 800, 1500 mètres avec tout ce qui était vitesse. Moi j'aimais beaucoup la sensation d'aller vite sur la piste. Et puis au fur et à mesure, j'ai pris aussi plus de plaisir sur les longues distances. Donc depuis 2018, je fais du marathon et du trail. Donc j'ai fait mon premier marathon lors du marathon de Lausanne en 2018 en 2h38. Et puis après, j'ai fait aussi celui de Paris avec Guillaume. On a eu un défi un peu fou de courir en tête les premiers kilomètres du marathon. Ensuite, le marathon de New York. Et donc, j'espère très prochainement des marathons et d'autres trails en 2021. Joli tout ça, parce que le marathon de Lausanne, je l'ai fait, mais alors j'étais très très loin des 2h38. C'est vraiment un très bon temps, parce que le marathon de Lausanne n'est pas un marathon qui est simple. Pour les personnes qui le connaissent pas forcément, il est au bord du lac Léman, c'est un aller-retour, mais par contre la configuration fait que même si c'est en bord de lac, c'est pas plat, et puis surtout il faut savoir affronter des très très longues lignes droites seul. C'est vraiment une des particularités de ce marathon. C'est pas comme un marathon qui est plus fréquenté, où il y a 50 000 coureurs et où on n'est jamais seul. Là, le marathon de Lausanne, il y a quand même des moments où il faut être fort dans la tête. Ouais, et puis il est assez vallonné, comme tu dis, au bord du lac. Et donc, il faut toujours être assez attentif à son rythme. Et donc, c'est un marathon qui est sympa parce qu'il n'est pas monotone. Et donc, pour un premier, c'était très sympa. Après, si on veut un marathon très rapide, c'est peut-être pas celui de Lausanne, mais en tout cas, pour le parcours et l'expérience, c'était très sympa. Ouais. Moi, j'avais bien aimé Lausanne. Alors, j'avais pas fait en version marathon, j'avais fait en version semi en octobre 2015. Donc, j'ai fait que la première moitié, et tu l'as dit, c'est un aller-retour. Et sur la partie semi, j'avais vraiment beaucoup apprécié. Et je le trouvais pas si vallonné que ça, en fait. Alors, en fait, le semi, tu fais la seconde moitié, Hermano, si je me trompe pas, parce que tu prends le train pour aller, en fait, au demi-tour du marathon, ouais. Et puis, tu fais le retour, qui est, à mon avis, la partie, entre guillemets, la plus difficile. Alors bon, peut-être parce que mon expérience marathon fait que jusqu'au kilomètre 21, on est plutôt frais et plutôt motivé, puis que c'est à partir de là que les choses deviennent difficiles, mais c'est vrai que j'ai toujours trouvé ce retour plus difficile que l'aller. Mais ouais, quand tu cours le long des vignes, il y a quand même des bouts de route qui montent franchement, et surtout dans la première partie de ton semi-marathon, il y a quand même des petites montées, des petites descentes qui font mal en jambes. En tout cas, quand tu as déjà 20 km dans les pattes, quoi. En tout cas, moi, j'en garde un super souvenir. Pour revenir à la thématique de notre podcast aujourd'hui, on l'avait annoncé avec Hermano lors du dernier épisode qu'on a fait tous les deux, c'est qu'on va terminer un petit peu cette saison 2 du podcast avec une thématique qui va se dérouler sur 2 épisodes. C'est la thématique de la motivation des sportifs, aussi bien amateurs que professionnels. Et puis, il y a
plusieurs particularités qui ont eu cours cette année 2020, bien évidemment, et qui a la situation sanitaire qui a impacté énormément la pratique sportive de tout un chacun. Et puis, il y a une autre petite particularité qui a eu lieu au courant de l'été, puis qui a donné lieu à quelques surprises, mais peut-être un petit peu avant de parler de cet événement-là, Romain, vous avez effectué chez Run Motion Coach, parce que c'est une application de coaching en ligne qui permet donc aux coureurs de recevoir des suggestions, des plans d'entraînement pour viser certains objectifs spécifiques. Par exemple, je demande un plan d'entraînement spécifique sur marathon, et puis en rentrant plusieurs paramètres sur ma pratique de course à pied, mon expérience jusque-là, je vais recevoir des entraînements personnalisés. Et puis grâce à ça, vous avez réussi à accumuler de la donnée sur les coureurs à pied, sur leurs habitudes, sur leur niveau, et puis vous avez fait quelques constatations assez intéressantes sur le déroulement de l'entraînement sur cette année 2020. Donc l'idée de la discussion d'aujourd'hui, c'est de partir un petit peu de ces données que vous avez accumulées, c'est ça? Oui, exactement. Donc au mois d'octobre, on a sorti le baromètre du running qui vise à analyser les comportements des coureurs sur à la fois l'entraînement, à la fois la compétition, et puis l'impact de 2020 sur leur pratique. Tout simplement, comme tu l'as dit, nous, on est très intéressés par comprendre les attentes et les besoins des coureurs réguliers en France, qui est notre base d'utilisateurs de l'application Run Motion Coach. Et donc, cette étude-là, on l'a avant tout voulu sur les coureurs qui courent au moins une fois par semaine, puisqu'on manque un petit peu de données sur ces coureurs-là. Et donc, on s'est dit, on va analyser avec deux aspects. Le premier aspect qui est, comme tu me l'as dit, l'analyse des données des utilisateurs. Donc, on a analysé les 120 000 utilisateurs de l'application Run Motion Coach en France, en Suisse et en Belgique pour voir les tendances de leur pratique. Et puis, on l'a complété avec un questionnaire qualitatif auprès de 1000 personnes qui sont des coureurs réguliers, qui ne sont pas forcément des utilisateurs de Run Motion Coach. On estime que c'est un peu moins de 10% des répondants pour avoir une base la plus représentative possible et pas que des coureurs très connectés. Et donc, ça nous permet de tirer les enseignements dont on va parler. Moi, ça me rassure quand même parce que dans le premier épisode que l'on avait fait, où on a parlé de Run Motion Coach, où on a reçu ton frère, donc Guillaume, et d'ailleurs, si nos auditeurs veulent aller l'écouter, c'est podcast.nakan.ch/22. Vous retrouverez l'épisode qu'on avait enregistré avec Guillaume. Il me semble que ton frère, donc co-créateur de l'application, est plutôt un adepte des data. Donc, vous avez analysé quelque chose que vous savez déjà maîtriser. Oui, exactement. Et puis par rapport à... Je crois qu'il est intervenu au mois de février, si je ne dis pas de bêtises. Et en février, on est juste de connecter avec les montres GPS Polar, Garmin, Suunto et puis Strava. Donc avant ça, on avait des données, mais qui n'étaient pas suffisamment complètes, on va dire. Et donc l'année 2020, elle est pour nous très significative dans l'analyse de nos données. Et donc c'est ce qui nous a permis de sortir cette étude qui était très attendue par beaucoup d'acteurs, puisque ça n'a échappé à personne. L'année 2020 a été impactée par le Covid. Donc, quand on est un organisateur de course, quand on est une marque, quand on est une fédération ou même un coureur passionné par les données et par la pratique de la course à pied, là, c'est des données qui intéressent. Et donc, on a voulu les partager au plus grand nombre via cette étude, le baromètre du running. Ouais, effectivement, l'année 2020 est vraiment particulière sur la pratique sportive. Donc, vous avez accumulé ces données, elles sont intéressantes pour cette année. Par contre, peut-être que ce qui vous manquerait un tout petit peu, c'est de pouvoir la mettre en perspective, entre guillemets, par rapport à une année normale, non? C'est pour ça qu'on l'a complété avec le questionnaire qualitatif. Donc concrètement, l'année 2020, il y a eu deux types en gros de réactions. Il y a eu les gens qui se sont plus entraînés parce qu'ils ont eu plus de temps, notamment avec le télétravail et potentiellement plus de temps pour eux et de se faire du bien au corps et à l'esprit. Donc il y a eu 33% des gens qui se sont plus entraînés en 2020 que les années précédentes. Et au contraire, il y a 40%, donc un peu plus, qui se sont moins entraînés, principalement liés au fait que les courses étaient annulées. Et donc les gens pour qui la motivation principale est de faire une compétition, ces gens-là, ils ont été sur leur faim et du coup, ils se sont moins entraînés avec moins d'objectifs à court terme. Et c'est vrai que pour passer de 3 séances à 4 séances par semaine, par exemple, ou de 4 à 5, ou toujours un peu plus, on va dire, on est toujours motivé quand on prépare un marathon, par exemple. C'est un facteur de motivation pour beaucoup de personnes.
Et donc, finalement, il y a des réalités qui sont assez variées entre les coureurs, entre ceux qui sont plus préparés et moins préparés. Donc, on ne peut pas dire le coureur en 2020, c'est plus entraîné ou moins entraîné. Il y a des réalités qui sont assez variées. Et puis, on a beaucoup entendu dans les médias l'arrivée des néo-coureurs. Alors nous, on ne peut pas considérer qu'on a eu un boost en mai-juin du nombre de téléchargements de l'application Run Motion Coach. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est que c'était plutôt des gens qui pratiquaient la course à pied pour remplacer un sport collectif, par exemple, quelqu'un qui fait du foot ou du basket ou peu importe, qui pouvait pas se dépenser physiquement, il allait courir parce que c'était probablement plus simple pour lui. Et donc, cette pratique-là, elle est pas forcément, on n'avait pas forcément assisté à l'émergence de coureurs sur le long terme, mais plutôt une activité de remplacement pour l'année 2020 et potentiellement début 2021 si les conditions sanitaires restent les mêmes. Ouais, ça c'est quelque chose qu'on constate sur les terrains d'entraînement de course à pied qu'on pratique, en tout cas pour ma part, c'est qu'on constate qu'il y a plus de personnes qui pratiquent la course à pied, mais effectivement une grande partie c'est des habitués des salles de sport, c'est probablement comme tu le dis des pratiquants de sport collectif, que ce soit le foot, le basket ou d'autres qui ne peuvent plus pratiquer leur sport en équipe et qui continuent à pratiquer une activité sportive et qui se replient sur celles qui sont encore disponibles, comme le cyclisme ou la course à pied, parce que la course à pied a ceci de génial, c'est qu'elle nécessite relativement peu d'investissement en termes de matériel, une paire de chaussures de course à pied, une tenue qui correspond un petit peu aux conditions météo, et puis on peut de manière illimitée aller s'entraîner. Alors après, la seule chose qui manque, c'est cette motivation dont on va faire l'élément central de ces 2 épisodes. C'est quand même surprenant, moi je suis un petit peu surpris quand même du 1/3 de personnes dans votre étude qui ont trouvé de la motivation supplémentaire, ou peut-être comme tu l'as dit, du temps supplémentaire et qui se sont plus entraînés en cette année 2020. Pour moi, ça me semble beaucoup quand même 1/3 de personnes. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi aussi, j'ai été un peu surpris d'une certaine manière parce que moi je me suis moins entraîné sur l'année 2020. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que en fait, pour beaucoup de coureurs, la vie professionnelle et la vie familiale, elle prend beaucoup de place, ce qui est normal. La course à pied, comme on dit, est souvent la plus importante des choses secondaires. Et donc, pour beaucoup de personnes, arriver à caser 2-3 entraînements dans la semaine, c'est faisable, mais rajouter une 4e ou une 5e, c'est souvent compliqué pour ces raisons-là de vie familiale et vie professionnelle. Et donc, je pense que les gens ont pris plus le temps pour eux. Typiquement, si tu fais 1 heure de transport chaque jour, voire plus, finalement, cette heure-là, tu peux avoir envie le matin avant de travailler depuis chez toi, tu peux avoir envie de faire ce footing. Tu peux y aller plus facilement le soir. Et donc, je pense que c'est très lié à cette notion de flexibilité. Et nous, en tout cas, quand on a créé Run Motion Coach, pour nous, c'était important parce que on commençait à avoir une vie professionnelle de plus en plus remplie, chacun de notre côté, Guillaume et moi. Et en fait, on s'est rendu compte que pour beaucoup, c'était difficile d'aller dans un stade, dans un club, 3 fois par semaine, le soir à 18h, par exemple. Pour beaucoup, c'est impossible, en fait. Et donc, les gens ont besoin de flexibilité et ils ont besoin de flexibilité chaque semaine. Typiquement, quand on prend un plan d'entraînement sur Internet, on va dire, tiens, je prépare mon marathon avec 3 entraînements par semaine ou 4 entraînements par semaine, mais c'est des plans d'entraînement qui sont figés. Et les gens ont besoin de plus d'adaptabilité parce que par exemple moi cette semaine peut-être que je peux m'entraîner que 3 fois parce que en début de semaine j'étais en déplacement, la semaine suivante peut-être que je pourrais rajouter une sortie, puis la semaine suivante je serais peut-être en vacances donc je pourrais peut-être courir 6 fois dans la semaine. Et donc je pense qu'un des principaux freins à la pratique c'est quand même ces disponibilités. Et donc je suis finalement pas si étonné que ça, même si moi je me suis moins entraîné, ça m'a pas tant étonné que ça qu'il y ait eu 33% des gens qui soient plus entraînés sur l'année 2020. Et moi, je voulais réagir aussi sur l'autre tiers, parce que finalement, c'est presque 1/3. Donc, le premier tiers qui s'est plus entraîné, 40%, donc un tout petit peu plus d'1/3 qui s'est moins entraîné, mais ça veut dire qu'il reste un tout petit peu moins d'1/3 qui estime avoir le même niveau d'entraînement. Ouais, c'est ça. Après, c'est plutôt en termes donc là, quantitatif. Après, ce qui peut être un peu différent, c'est l'aspect qualitatif. C'est vrai que quand tu as un marathon, tu vas faire des séances à l'allure marathon, des sorties qui sont souvent difficiles. Donc là, potentiellement, les gens ont pu potentiellement faire un peu plus d'entraînement, on va dire, plus tranquille.
Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a 46% des coureurs qui ont eu un envie de reconnexion à la nature. Donc, par exemple, quelqu'un qui était très tourné sur la compétition, à faire du marathon, par exemple, donc beaucoup d'entraînement route, il a pu aller un peu plus en nature, en forêt ou dans des parcs, et avoir une pratique un peu différente sur l'année 2020, mais pas tant en termes de volume, mais plus en termes de contenu. Ouais, c'est vraiment la suite que j'allais donner à cette question. C'est effectivement, moi, ce que j'ai constaté à titre personnel, mon expérience, c'est la suivante. Les auditeurs se souviennent qu'on enregistrait un épisode du hors-série de préparation de l'Ironman que je devais courir au cours de l'été, qui n'a évidemment pas eu lieu. Et on commençait au mois de mars à voir cette pandémie arriver, mais on se disait, bon, ils vont fermer les piscines quelques semaines, mais enfin voilà. Et là, je continuais à m'entraîner qualitativement pour aller sur un Ironman au mois de juillet. Et c'est vrai que peut-être que j'ai pas forcément diminué le nombre de séances, je les ai peut-être raccourcis, et surtout j'ai beaucoup changé le type de séance et l'intensité que j'ai donné à mes séances quand j'ai compris que l'Ironman n'aurait pas lieu. Parce que c'est sûr qu'on va pas faire des séances où on va se dépouiller sur le vélo sur près de 200 km si on n'a pas l'objectif, la carotte au bout. On voit pas vraiment l'intérêt de se faire aussi mal. C'est vrai que comme tu le dis, le retour à la nature, il a existé. Moi, j'ai couru peut-être plus en montagne, en forêt cet été que ce que je l'aurais fait si je devais préparer un Ironman. Ensuite, j'ai repris la course sur route parce qu'il y avait quand même un objectif potentiel au mois d'octobre, c'était le marathon de Lausanne. Il a malheureusement été annulé quelques jours avant seulement. Donc, j'ai suivi quasiment l'intégralité d'un plan de préparation Ironman. Marathon, pas Ironman. Et donc, du coup, effectivement, ça a quand même eu un certain bouleversement. Peut-être pas sur le volume, comme tu le dis. Peut-être pas sur la motivation. Mais par contre, sur le type de séance, ça c'est sûr. Qualitativement, j'ai largement pas été chercher des séances aussi dures que ce que j'aurais fait si j'avais la carotte des compétitions. Pour compléter, ce qu'on a aussi constaté, c'est que les gens se sont mis à faire aussi des séances plus courtes. Ça dépend des pays, mais en France, par exemple, on a été limité avec le cercle des 1 km autour de chez soi et 1 heure. Et donc les gens avaient envie peut-être de faire plus de séances VMA ou des séances de côte courte, qui sont des entraînements qui sont souvent pas trop plébiscités parce que les gens ou pas forcément, je sais pas, d'ailleurs je ne saurais pas trop dire pourquoi, mais peut-être parce qu'ils savent pas les séances qu'il faut faire ou ils comprennent pas forcément les bienfaits de ces séances-là. Ou peut-être parce que les gens qui se dirigent sur du semi ou du marathon voient pas forcément l'intérêt de faire une séance ultra courte et plutôt intensive. Alors je parle pas pour tous les coureurs évidemment, mais pour un certain nombre de coureurs, si tu prépares un marathon, tu comprends pas forcément l'intérêt d'aller faire soit 1 heure, 1 heure et demie, mais en travaillant dans un cercle autour d'1 kilomètre de chez toi. Or c'est vrai que peu importe l'allure finalement, si tu veux courir ton marathon à 14 km/h par exemple, tu as quand même intérêt à travailler ta vitesse, puisque si tu cours régulièrement sur des allures plus rapides, tu seras à l'aise sur cette allure de 14 km/h par exemple. Et donc les gens ont gagné de la vitesse. Et finalement, on a organisé 2 courses virtuelles, les Run Motion Race. Et ce qu'on a été très étonné, c'était de voir que des coureurs ont amélioré leur record personnel sur 10 km parce qu'ils se sont plus entraînés sur de la vitesse, des gens qui, l'habitude, vont plutôt faire du marathon. Et que même pendant des courses connectées, finalement, si on a un entraînement adapté, on peut battre son record personnel. Et c'est avant tout parce que les gens ont fait des entraînements qui sont plus courts, plus dynamiques et qui ont du coup plus de vitesse, et ça c'est vu sur leur chrono sur 10 km. Ouais, le concept des courses virtuelles, c'est-à-dire de définir un parcours ou alors une distance qu'on va parcourir et puis on va le faire au moment qui nous convient et puis ensuite se comparer sur des plateformes comme Strava ou d'autres, ça permet effectivement ce genre de truc. Par contre, c'est sûr que des distances de 5-10 km, ça convient très bien à ce genre de défi. Après, de faire des marathons en mode connecté, c'est plus compliqué parce qu'il y a des questions logistiques qui viennent se poser, ou trouver un parcours de 42 km qui soit accessible, possible. Tu l'as dit, quand on est en confinement puis qu'on doit se limiter à 1 km autour de chez soi, courir sur une boucle de quelques centaines de mètres
un marathon, c'est vraiment pas évident. Il y a la question du ravitaillement qui va se poser aussi. Enfin voilà, mais le concept, quand même, je pense que jusqu'au semi-marathon, il est envisageable. Et puis c'est vraiment un regain de motivation dans une année où il se passe plus rien, hein. J'ai expérimenté pas plus loin qu'à 300 mètres de chez moi la course villageoise cet été en mode virtuel. Donc on avait un mois pour parcourir le parcours qui était balisé et puis on se chronométrait dessus et puis un classement virtuel qui était établi. Et je trouve que c'est quand même un bon moyen d'aller se dépouiller sur une pseudo-compétition. Alors même si on est seul, c'est un petit peu plus compliqué que quand tu es dans un peloton puis que tu as envie d'aller chercher le mec qui est juste devant toi, mais enfin, il y a quand même une motivation supplémentaire par rapport à un entraînement où on se dirait, bon, maintenant je fais 10 km à bloc. Complètement d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai eu cette pratique-là et ces courses virtuelles m'ont donné, comme tu dis, un regain de motivation. Je pense que pour la prochaine pandémie, si on se met tous à courir avec des Oculus Rift en mode course virtuelle, on arrivera à aller chercher le gars qui est devant nous, non ? Bon, si on peut éviter la prochaine pandémie, moi ça m'arrange aussi. Hein. Oui, aussi, mais bon... Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main, malheureusement. Alors, courir avec des lunettes de réalité augmentée, je pense que tu auras vite le mal de mer. Hein. En tout cas, avec la technologie disponible actuellement, je suis moyennement sûr de la faisabilité encore. Par rapport aux courses virtuelles, moi je pensais que, vu que je suis très connecté, comme vous, je pensais que la majorité des coureurs avaient expérimenté ces courses virtuelles. Et ce qu'on s'est rendu compte dans notre étude, c'est qu'il y a pour l'instant 32% des coureurs qui ont réalisé une course virtuelle à un moment donné et 10% qui souhaitent le faire bientôt. Donc ça concerne un peu moins de la moitié. Finalement, il y a un peu moins de la moitié des coureurs qui souhaitent participer à ces courses virtuelles et l'autre moitié qui ne souhaitent pas participer. Et ça, pour nous, c'était, je dirais pas une surprise, parce que finalement, les courses virtuelles, elles ont commencé à exister en 2020, donc il y a une courbe d'adoption qui est hyper rapide. Je veux dire, de passer de 0 ou 5% à quasiment 50% en une année, c'est déjà beaucoup. Et ce qu'on a vu, c'est que les coureurs, leurs deux causes principales pour participer à une course virtuelle, c'était à 57% pour courir pour une cause, donc reverser des fonds à une association pour les soignants ou pour une cause sur l'environnement, etc. Et 49% qui ont souhaité trouver du sens dans leurs entraînements avec un nouvel objectif qu'ils pourraient préparer. Donc ça, c'est les deux causes vraiment très fortes. C'est trouver du sens pour soi et trouver du sens pour une cause. Peut-être que pour certaines personnes, ça fait pas forcément sens d'aller courir tout seul sur un parcours, même si moi, je trouve que ça permet quand même d'avoir une certaine motivation de simplement savoir qu'il y a un chrono qui s'écoule et qui sera comparé à celui d'autres. Je pense que ça donne une motivation. Mais ouais, courir pour une cause, on a déjà parlé dans ce podcast notamment avec Greg Runner, hein, qui le fait très régulièrement et qui lui arrive à trouver de la motivation, à inventer des défis, à mettre sur pied des challenges qui sont importants, qui sont logistiquement plus importants que d'aller simplement courir un 10 km connecté. Et c'est ça qui le motive. Et effectivement, je pense que plusieurs personnes peuvent trouver une motivation aussi sur cet aspect-là. Moi, j'avais une question par rapport à votre étude. Est-ce que vous avez pu comparer un petit peu la différence qu'il y avait entre les personnes qui utilisent votre application de coaching virtuel et puis les personnes qui ne l'utilisent pas? Est-ce que ça peut avoir une incidence sur la motivation que les coureurs ont à continuer à s'entraîner, même si les objectifs tombent? Peut-être que dans l'application, tu te dis, bon, bah voilà, en début de cette année, mon meilleur temps sur 10 km, il est à 42 minutes, j'aimerais bien passer à 37 minutes. L'application te génère un plan, et puis tu as quand même envie de t'entraîner pour essayer d'aller toi-même chatouiller ces nouveaux chronos sur cette distance-là, même s'il n'y a pas de course officielle. Est-ce que ça a pu jouer un rôle dans la motivation de certains coureurs? L'étude, on a principalement analysé les données de nos utilisateurs. Donc pour parler de ceux qui n'étaient pas dans l'application, c'est plus compliqué pour moi. Par contre, moi je vais prendre un exemple personnel qui est un peu la genèse de RunMotion. J'avais beaucoup d'amis et de collègues qui me demandaient des conseils en course à pied en 2016-2017 quand je travaillais à Annecy. Et puis, la plupart des coureurs avaient envie de progresser avec des entraînements plus variés. Et donc, ce que j'avais fait, c'est que je leur avais envoyé des plans d'entraînement avec 2-3 séances clés à faire dans les semaines qui viennent. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens, quand ils ont juste un plan d'entraînement mais qu'ils n'ont pas de suivi derrière, ils abandonnent très vite. Donc, typiquement, j'avais envoyé à 6 personnes quelques séances à faire, donc quelques fractionnés courts, des côtes, etc.
Et puis sur les 6, je crois qu'il n'y en avait qu'un seul qui avait vraiment suivi le plan et la plupart avaient abandonné au bout de 2 semaines parce que tout simplement ils ne savaient pas comment remplacer cette séance. Celle-ci, je n'ai pas pu la faire cette semaine. Comment je fais? Est-ce que c'est cohérent, etc. Et donc, moi, je pense que je suis intimement convaincu que quelqu'un qui n'est pas suivi par un coach physique ou un coach virtuel, il aura tendance à peut-être moins être assidu parce que il y a plusieurs freins. Par exemple, je sais pas comment structurer ma semaine. Est-ce que je dois remplacer cette séance par une autre, etc. Donc moi, je suis intimement convaincu que oui, il y a une différence. Après, quantitativement, on n'a pas pu le mesurer dans l'étude. Alors effectivement, tu le dis, hein, c'est souvent un petit peu là où le bas blesse quand on a des plans d'entraînement. Prenons un exemple très simple. Hein, la personne qui veut réaliser son premier marathon, qui achète un magazine de jogging dans lequel il y a un plan d'entraînement générique pour un marathon, il y a 4 séances par semaine, il se dit ok c'est bon, je vais pouvoir me libérer 4 fois, et puis tout à coup il y a une semaine, il peut faire que 3 séances, la semaine d'après, le jour en question il n'est pas disponible, il doit déplacer, etc. C'est toujours la grande question, si je peux faire que 3 séances sur 4, laquelle est-ce que je vais passer à la trappe? Quand tu es un coureur inexpérimenté, est-ce que c'est celle où il y a de la VMA? Est-ce que c'est celle où il y a du seuil? Est-ce que c'est celle d'endurance? Voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. Et effectivement, comme tu le dis, au bout d'un moment, on s'y perd un petit peu. Et c'est probablement là que cette méthodologie d'entraînement par un plan sans suivi arrive à des échecs. Alors, comment est-ce que vous gérez cette partie-là dans l'application Run Motion Coach? Comment est-ce que vous conseillez si tout d'un coup, dans une semaine, vous me donnez 4 séances à faire, et puis moi je me rends compte qu'avec l'utilisation de ma semaine, je dois faire un déplacement professionnel ici, j'ai une obligation familiale là, je pourrais faire que 3 séances. Comment est-ce que l'application va m'aider à gérer ce shift au niveau de mon emploi du temps? En fait, chaque début de semaine, il y a une conversation qu'on a appelée Affinons ta semaine. Donc chaque début de semaine, tu peux indiquer tes disponibilités de la semaine. Donc si par exemple au début, tu as indiqué que tu pouvais t'entraîner le mardi, le mercredi, le samedi et le dimanche par exemple, et que cette semaine tu dois modifier, et ben ça tu peux l'indiquer en début de semaine et donc ton plan d'entraînement il vient s'adapter. Donc à la fois sur les jours et sur le nombre de jours par semaine, mais également aussi avec ton état de forme. Tu peux par exemple indiquer, comme Hermano aujourd'hui, que tu es malade. Et donc là, on va te recommander de faire diminuer drastiquement tes entraînements et surtout pas faire de cardio. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'on a mis dans une conversation. Et en fait, quand je parlais tout à l'heure de mes anciens collègues qui n'arrivaient pas à suivre ce plan, en fait, je me suis rendu compte que leur faire quelques messages régulièrement pour leur demander s'ils avaient fait les séances ou leur passer un coup de fil, c'était ça qui les motivait également. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu envie de créer un coach virtuel où on échange avec une messagerie automatisée. Donc, il y a 3 personnalités de coach. Je peux choisir le coach autoritaire, le coach philosophe ou le coach positif. Et ça, c'est une interaction qui est unique dans l'univers du sport et qui plaît beaucoup à nos utilisateurs. Donc effectivement, hein, tu l'as dit, au début de la semaine, on peut moduler sa semaine en fonction de ce qu'on a planifié. Et puis, est-ce que vous gérez aussi le fait que je dis de ma semaine, ok, c'est bon, j'ai mes 4 jours d'entraînement comme d'habitude. Et puis, j'ai mis le mercredi en fin de journée que je peux m'entraîner. Et le mercredi en question, je suis coincé dans une réunion au travail, je ne vais pas pouvoir aller m'entraîner. Est-ce que là aussi, vous avez une solution pour faire le shift d'entraînement? Tu peux dire à ton coach, tiens, aujourd'hui, je ne peux pas faire la séance. Ou par exemple je veux faire un autre sport, tiens aujourd'hui je veux faire du vélo à la place, ça tu peux l'indiquer dans la conversation pour dire que tu vas faire plutôt du vélo à ce moment-là. Donc oui, ça c'est pris en compte. Et puis lui après il repriorise les entraînemeurs de la semaine pour dire si la séance que tu loupes aujourd'hui elle est plus importante qu'une autre, il va les remettre en place. Ouais, exactement. Ok. Donc nous, derrière, c'est l'algorithme qui génère des séance 1, séance 2, etc. Et après, qui les repriorise en fonction de cet emploi du temps. Et comme tu dis, c'est pas toujours en 1 la séance VMA ou en 2 la séance endurance active, parce que sinon ce serait trop facile. Sinon tu fais que les séances et puis tu n'as pas besoin de faire de l'endurance, etc. Et donc il y a de l'intelligence derrière pour faire en sorte que tu fasses pas toujours les mêmes entraînements. Et ce serait même contre-productif de faire que les séances parce qu'il faut aussi une base. Les Anglais, ils parlent de junk miles, où tu dois faire des allures lentes assez régulièrement parce que c'est aussi la base foncière qui te permet de tenir sur la durée, sur ta saison. Et donc, c'est important de faire ces séances-là
Et ça, c'est notre algorithme derrière qui gère ces situations. Bien sûr, et Dieu sait si on a parlé de ça avec Hermano et nos invités depuis qu'on a créé ce podcast, hein, de l'importance de l'endurance basse. On en a parlé avec Denis Boucher, on en a parlé avec Pierre Morat, tous les spécialistes de l'entraînement probablement qu'on a reçus dans ce podcast. Et puis voilà. Courir à des intensités qui nous ont l'air basses, qui n'ont pas l'air de nous faire progresser autant qu'une séance où on va se dépouiller sur piste et faire des 400 mètres, et ben finalement la séance elle sera autant, voire même peut-être plus bénéfique si on l'a couru à intensité basse puis qu'on a couru à allure régulière pendant un certain temps pour construire cette endurance, construire ce socle sur lequel on va bâtir la performance à venir. Donc ça c'est effectivement très très important. Donc on a parlé de motivation par un suivi du coach, qu'il soit physique ou virtuel, hein, qu'on emploie un coach humain hein, qui va faire le suivi chaque semaine de l'entraînement, faire un petit peu le review des entraînements, comment il s'est passé, ou que ce soit un algorithme. Finalement, ça change pas grand-chose, c'est ce que tu dis. L'important, c'est d'avoir un suivi, c'est pas d'être laissé face à soi-même et son plan d'entraînement, parce que là, il y aura très vite une lassitude. Tu l'as dit, tu es un sportif très connecté. Nous aussi, on est assez des sportifs connectés dans le podcast. En quoi est-ce que la technologie, maintenant, peut nous aider ou alors constituer un frein à la motivation? Est-ce que tu penses que porter une montre connectée qui va nous donner des informations en temps réel sur notre entraînement, tu nous parlais en off, juste avant qu'on commence à enregistrer ce podcast, par rapport à l'ère avant ces montres GPS où tu devais aller à un endroit où tu savais que la ligne droite faisait 500 mètres, faire une extrapolation sur l'allure que tu courais. Maintenant, tu as tout ça en temps réel au poignet. Alors, bien évidemment, comme toute technologie, il y a des avantages, des inconvénients. Est-ce que tu penses que les avantages prennent le pas sur les inconvénients par rapport à ça? Oui, moi, très clairement, je pense qu'il y a plus d'avantages. Je pense que on n'est pas forcément esclave de la technologie, mais au contraire, que cette technologie, elle peut être libératrice. Puisque comme tu dis, moi avant, il y a 15 ans de ça, quand j'avais pas de montre GPS, je pense que ça existait déjà, mais moi j'en avais pas encore. Et donc souvent on avait un tour c'était pas tout à fait 1500 mètres, ça devait être 1480, et puis on avait des temps de passage aux 200, aux 400, aux 500, et puis on devait un peu structurer l'esprit. Alors ça faisait du calcul mental, au bout d'un moment c'était bien pour la plasticité cérébrale, mais on regardait quand même assez souvent la montre. Et finalement, on faisait ces calculs et puis on était très concentré là-dessus, alors que maintenant, il suffit juste de lever le poignet, de regarder l'allure instantanée finalement à n'importe quel moment, souvent au bout de 30 secondes pour vérifier que tu es bien sur l'allure, et puis à un autre moment. Et donc, je pense que ça libère finalement l'esprit pour être sûr d'être à peu près sur les bonnes allures. Alors après, quand tu commences à être un coureur régulier, tu sais globalement si tu es à peu près sur la bonne allure. Ce qui serait un comportement déviant, finalement, ce serait de regarder sa montre toutes les 10 secondes pour être sûr d'être vraiment à la bonne allure. Et c'est ce qu'il y a, par exemple, sur un marathon. Moi, par exemple, sur un marathon, je regarde, le premier kilomètre, je regarde 2-3 fois. Et puis après, je vais regarder une fois de temps en temps, sans forcément attendre d'être pile aux 10 km ou au semi-marathon. Ce qui serait déviant, c'est de le regarder toutes les minutes, toutes les deux minutes, parce que là, tu perds un peu du plaisir de la course à pied et de tes sensations. Mais je pense que la majorité des coureurs en font une utilisation qui est raisonnable. Et donc, moi, je pense que c'est plutôt libérateur, la technologie. Alors, effectivement, sur marathon, en fait, il y a un truc qui est assez simple, c'est qu'on peut faire un marqueur de temps tous les kilomètres. Et puis, comme ça, la montre va nous indiquer le temps qu'on a mis pour parcourir le dernier kilomètre. Alors, on se rend compte que des fois, le GPS, ça tombe pas pile poil par rapport à l'indicateur de la course. Mais bon, en général, à moins de 100 ou 150 mètres près, ça se tient. Donc, on arrive quand même à se jauger avec ça. Et puis là, tous les kilomètres, c'est raisonnable d'avoir un pointage pour se dire, ah tiens, le dernier kilomètre, je l'ai peut-être couru 5-10 secondes trop vite. Calmons le jeu parce qu'on est encore qu'au kilomètre 15 ou justement, ah tiens, je perds un tout petit peu de temps par rapport à mon objectif et je me sens bien, je peux quand même remettre 5 secondes de moins au kilomètre sur le prochain. Donc effectivement, pas regarder tout le temps. On a toujours en tête Chris Froome sur le Tour de France qui a le nez planté dans son guidon pour regarder ses watts, est tellement planté qu'il voit pas les attaques qui se passent devant le peloton. Donc ça, c'est l'exemple à pas suivre. Et puis, effectivement, de ne pas se faire piéger non plus en regardant pas sa montre sur 10 km et puis se rendre compte qu'on est cramé au kilomètre 18 et puis que c'est fini pour son marathon. Donc, le juste milieu à trouver, ne pas tomber dans un excès, ni d'un côté ni de l'autre. Et puis moi, ça m'est déjà arrivé, je crois que c'était au marathon de New York.
Je sais pas pourquoi. Je pense qu'au départ, c'est peut-être lié qu'il y a beaucoup de montres GPS et donc les signaux doivent un peu se perdre. Et souvent, le premier kilomètre, il est très faux. Et il faut avoir conscience de ça et surtout pas paniquer et de se dire que finalement, si la montre GPS elle n'est pas tout à fait précise à certains moments, ouais, il faut plutôt faire confiance à ses sensations. Et ça, c'est lié à toute la préparation que tu as eue les plusieurs mois avant, qui te permettent sur tes allures cibles de les avoir bien imprimées dans ton corps et dans ta tête. Et donc, ouais, toujours faire confiance à soi quand on a un doute sur la technologie. Ouais, c'est aussi important et on en a déjà parlé aussi avec Hermano. C'est bien de faire ces entraînements où on est ultra PC avec sa montre et puis on est ultra au courant des allures instantanées auxquelles on est, mais aussi des fois de partir avec sa montre masquée. Donc, c'est soit la mettre dans la poche ou alors afficher une indication complètement bidon sur l'écran de données de la montre, comme par exemple juste l'heure actuelle ou peu importe. Et puis de courir au feeling. Et puis, ça nous permet, cette utilisation-là, on regarde pas sa montre, on consulte pas de données, on court au feeling et puis on peut comparer après sa sortie. Tiens, est-ce que j'étais vraiment dans les clous par rapport à ce que je pensais? Donc, peut-être partir à son allure marathon sur une séance de 10-15 bornes. Essayer de tenir cette allure, mais de ne pas regarder la montre, d'essayer de le faire au feeling. Et puis en rentrant à la maison, on regarde, tiens, j'étais pas mal par rapport à mon allure prévue, ou alors j'étais complètement à côté, il va falloir que je travaille un petit peu ça. Donc ça, c'est une utilisation correcte de la technologie. Maintenant, il y a un épisode qui s'est déroulé cette année qui était assez intéressant d'un point de vue utilisation de la technologie et de relation du coureur avec la technologie. Ça s'est passé fin du mois de juillet. Tu veux dire relativement à la psychologie du coureur, finalement? Oui, tout à fait, à la psychologie du coureur à pied. Ça s'est passé à la fin du mois de juillet 2020 et tous les propriétaires de montres Garmin se sont retrouvés orphelins de leur plateforme en ligne parce que Garmin a été victime d'une cyberattaque et puis les services de Garmin Connect ont été indisponibles pendant un peu plus d'une semaine avant de revenir à la norme. Alors, ça n'empêchait pas d'utiliser sa montre à l'entraînement. Par contre, ça empêchait pour la plupart des gens qui synchronisaient leur montre habituellement avec leur smartphone, etc. Il n'y avait plus de synchronisation, il n'y avait plus d'envoi de données sur Strava. Donc, je me suis dit, les gens vont aller s'entraîner, ils synchroniseront leur montre une fois que ce sera revenu. Mais sur le site internet, j'ai reçu plusieurs commentaires, plusieurs messages de personnes qui, dans un premier temps, ont dit, pas de plateforme aujourd'hui, je reporte mon entraînement à demain. Tiens, j'arrive plus à partager mes entraînements sur Strava, donc mon entraînement de 15 kg à bloc, je vais peut-être plutôt faire un 7 km tranquille. Enfin bref, voilà, il y a des gens qui ont adapté leur entraînement, voire qui ont annulé leurs entraînements à cause de cette indisponibilité de la plateforme, de plus pouvoir peut-être consulter ces données, ou en tout cas les partager sur Strava, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on peut qualifier d'un petit peu de la déviance de cette utilisation des objets technologiques. Qu'est-ce que tu en penses, Romain? Oui, pour moi, c'était un énorme mystère que les gens repoussent leur sortie. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, ma montre GPS n'a plus de batterie, je la recharge pendant 30 minutes, je décale ma sortie de 30 minutes, mais j'annule pas pour autant ma sortie si j'ai pas ma montre à un instant T. Ouais, je pense que ça a mis en lumière la motivation de beaucoup de coureurs, qui est pour beaucoup une motivation externe avec de l'approbation sociale avec les réseaux sociaux. Moi, je trouve que cette motivation-là, elle est très bonne parce que, on a tous des facteurs de motivation qui sont différents à différents moments de l'année, des moments plus internes, plus liés à l'accomplissement et à son progrès à soi. Et puis d'autres, on a besoin aussi d'être boosté par la compétition ou par le fait de partager avec ses amis. Donc moi, je pense que si on a différents leviers de motivation à certains moments de l'année, je pense que c'est positif. Par contre, si on a une seule motivation qui est juste partagée sur Strava, là, effectivement, j'ai un peu de mal à comprendre. C'est vrai que pour moi, c'était quand même un mystère, ce passage-là. J'avoue que moi, parfois, quand je suis à 9,8 km ou à 14,8 km, ça m'arrive forcément de rallonger pour faire pile le 10 km ou 15 km. C'est forcément un peu lié à je sais pas moi, la volonté de se mesurer, mais moi je l'ai jamais fait pour une raison externe, c'est-à-dire liée à Strava, mais c'était plutôt lié à de la motivation interne en me disant ce serait bien aujourd'hui que je fasse ce 10 km ou 15 km. Ouais, je suis perplexe vis-à-vis de cet épisode, je saurais pas trop quoi dire. Moi, en tout cas, comme tu dis, ça a permis de mettre en lumière ce phénomène.
Et ça permet, je pense, à chacun de se questionner sur sa pratique. Un peu finalement comme avec un smartphone. Maintenant, si on est coupé de son smartphone pendant 48 heures, je pense que pour beaucoup, ce serait difficile. Donc, ça met en lumière une dépendance. Et ça permet peut-être de se questionner sur sa pratique. Est-ce que du coup vous avez appris aux différents coachs, donc le coach positif, le coach celui qui est plutôt difficile et au coach philosophe, à réagir dans une telle situation? Je ne peux pas synchroniser mes données, mais je t'invite quand même à aller t'entraîner. Non, c'est vrai qu'on l'a pas fait. C'est vrai qu'on pourrait lui rajouter de l'intelligence liée à certains épisodes. C'est une bonne remarque. Je pense que le coach autoritaire, il te dirait mais vas-y, tu t'en as rien à faire de ton travail de tes amis, va courir, c'est moi qui te demande. L'important, c'est la séance que tu fais. Tu aurais le philosophe qui te dirait si tu n'as pas une séance sur les 200 que tu vas faire cette année, c'est pas la fin du monde, vas-y quand même, c'est avant tout pour toi. Et puis tu aurais le coach positif, je sais pas ce qu'il dirait, le coach positif, un mélange entre les deux. Mais c'est vrai que ce serait marrant d'interagir sur des épisodes comme ça. Ouais. Ouais, remarque, l'année 2020, en termes d'apprentissage à vos différents coachs, à votre intelligence artificielle, il y a de quoi faire, hein, entre la pandémie, entre le hack de Garmin, il y a des choses à apprendre. Ouais, c'est vrai. Alors nous, c'est vrai qu'on n'a pas été jusqu'à modifier, même vis-à-vis du rayon des 1 km, par exemple. On a plutôt eu tendance à dire aux gens, c'est vous qui êtes responsables. On vous invite à planifier là ce qu'on a fait par exemple sur ce deuxième épisode de pandémie, on aura dit préparer un 5 km fin janvier ou début février, comme ça vous aurez des plans plus courts, parce que forcément si tu mets dans l'appli que tu veux faire un trail longue distance de plus de 80 km, bah oui, tu auras des sorties de 2h30 qui seront programmées. Mais vu qu'on a des utilisateurs dans de nombreux pays, on n'est pas allé jusqu'à dire en France vous n'avez pas le droit de faire ces 2h30. Finalement c'est la responsabilité individuelle. Moi je crois beaucoup à la responsabilisation des utilisateurs. On veut les rendre autonomes, leur donner des conseils qui puissent progresser tant sur leur niveau que sur leur connaissance de la course à pied et de l'entraînement. Et donc je suis pas trop pour les assister complètement et jusqu'à des épisodes comme ça. Mais c'est plus de l'ordre du symbole et du clin d'œil que ça pourrait être sympa d'intégrer ce genre d'événement. Oui. Ouais, alors moi je suis pas forcément super pointu sur l'actualité des directives en France, parce que je suis un petit peu plus ce qui se passe du côté de chez moi, du côté de la Suisse, mais je discute quand même pas mal au travers du site par message interposé avec des lecteurs en France, et j'ai cru comprendre que le bout du tunnel du 1h 1 km était entrevu, hein, que à court terme les sorties de 3 heures avec un rayon plus grand serait possible. Oui, 3h20 km. Donc Guillaume hier m'a dit tiens, mais j'ai une idée, on va essayer de vérifier que ces 3h20 km sont cohérents pour la course à pied. Et donc ça veut dire ce rayon de 20 km, c'est en ligne droite, donc tu n'as jamais un parcours pleinement en ligne droite. Et donc Guillaume se dit qu'il voudrait réaliser, parce qu'en gros c'est quasiment 45 km, si le parcours pour lui qui lui permettrait d'atteindre ce rayon de 20 km en aller-retour. Et donc il s'est dit on va vérifier si on peut faire ces 45 km en moins de 3 heures, qui est cette limite de 20 km en distance et en temps. Donc j'espère que vous pourrez suivre ça. Probablement qu'on fera une petite vidéo liée à ce défi. Quand tu cours le marathon en moins de 2h30, forcément, les 45 km en moins de 3 heures, ça passe. Ouais, mais comme disait Greg tout à l'heure, sur une course virtuelle ou sur un challenge, c'est toujours dur de se mettre dans les conditions au-delà de 20 km. Donc, il y aura quand même un challenge, ce sera pas si simple à mon avis. Ouais, effectivement, challenge à suivre. Il y aura quand même des besoins logistiques, hein, comme on en parlait en début de podcast. Je pense qu'on se ravitaille différemment sur un 10 km ou sur un 45 km. C'est clair. Mais effectivement, c'est signe quand même, bon signe. Ça ouvre des perspectives à tous nos auditeurs en France sur des entraînements qui vont redevenir presque la norme, parce que évidemment que ça limite quand même un petit peu le déplacement, mais
c'est beaucoup plus possible de s'entraîner correctement dans un rayon de 20 km sur des sorties de 3 heures que ce qui est en place actuellement, quoi. Ouais, puis moi, mon but, il n'est pas de polémiquer, hein. Je veux dire, les autorités ont des raisons qui leur sont propres, mais c'est vrai que moi, sur le premier confinement, je l'avais assez mal vécu. C'était en France, sur le premier confinement, les forêts étaient interdites et les parcs étaient interdits. C'est ce qui n'était pas le cas sur le deuxième. Mais franchement, en forêt, il y a 10 fois, enfin, il y a zéro risque en fait. Il y a 10 fois moins de risque que de courir dans un lieu. Tu vois, quand tu es en ville, par exemple, ton rayon de 1 km, ton rayon de 1 km, tu vas croiser vachement de monde. Alors que si tu étais autorisé à aller un peu plus loin en forêt ou dans un parc, le risque il serait beaucoup plus faible. Donc, il y a probablement des raisons plutôt liées à la psychologie pour dire aux gens vous êtes confinés, point. Mais en tout cas, sur l'aspect santé et bien-être moral, moi je pense que c'est quand même important d'avoir accès à la nature. Ça permet de se ressourcer, de se reconnecter à soi-même. Et donc, c'est très bien que cette mesure puisse être assouplie. Ouais, effectivement. Alors, sans vouloir non plus faire de la polémique, en plus, en Suisse, je peux absolument me plaindre de rien du tout parce qu'on a eu beaucoup plus de souplesse et de chance de pouvoir s'entraîner quasiment à la normale pendant tout le processus de cette pandémie. Alors, bon, c'est lié à plein de paramètres au système fédéral suisse, au fait que nous, on n'a pas de ville de plus de 1 million d'habitants, donc c'est beaucoup plus facile aussi de gérer les choses sur des petites villes de 100-200 000 habitants que sur des grandes agglomérations comme Lyon, Paris, Marseille. C'est vraiment pas possible de comparer les situations, mais ce que je constate autant en France qu'en Suisse, c'est que probablement qu'il y a une déconnexion du monde politique parce qu'il y a peu de politiques qui sont de grands sportifs. Et ils comprennent pas ce besoin, en fait. Et je vois les clubs sportifs, les associations sportives, en Suisse comme en France, qui essayent de défendre le droit d'accès aux piscines pour les sportifs de compétition qui doivent continuer à s'entraîner, de plein de fédérations qui n'arrivent pas à faire entendre leur voix, tout simplement parce qu'ils ne sont pas compris par ce monde politique. Et je pense que là aussi, il y a malheureusement un mur et que ce mur-là, difficilement brisable en si peu de temps quand il y a une situation comme celle-ci qui se présente, quoi. Donc voilà pour l'analyse géostratégico-politique des mesures qui ont été prises cette année. Donc on en a parlé dans cet épisode et on va en parler encore dans un autre épisode. Il y a vraiment eu des impacts forts sur les sportifs d'endurance, sur les coureurs à pied, sur les triathlètes pendant cette année, mais l'entraînement est toujours possible. Et donc le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est continuer tant que possible de vous entraîner parce que c'est bon pour la tête, c'est bon pour la santé et puis c'est bon pour la saison qui arrive et qui espérons-le reviendra à la normalité. Plus on va avancer dans 2021, plus on va retrouver une certaine normalité. Ouais, exactement. Je pense que les coureurs qui se sont plus entraînés en 2020, tout ce qu'ils ont fait en plus, de toute façon, ce sera ça de gagner pour les années prochaines. Donc en 2021, moi je suis très optimiste sur la reprise des courses. C'est vrai que les trails, par exemple, ont globalement plutôt eu bien lieu en 2020, en tout cas pendant l'été. Il y aura des fenêtres de tir, donc je pense que il faut être préparé, il faut continuer à s'entraîner comme il faut. Et puis la préparation terminale, on va dire des 2 derniers mois ou 3 derniers mois pour une prépa marathon, oui, le jour où ça se réouvre, idéalement avec des marathons, j'espère à partir du mois d'avril ou du mois de mai, là on aura le loisir de s'inscrire, j'espère suffisamment à l'avance. Et puis se préparer comme il faut pour ces derniers objectifs, pour ces objectifs, quoi. Et puis pour se préparer comme il faut, on se connecte à Run Motion Coach, l'application mobile qu'on télécharge sur son smartphone. On rentre son objectif, la date de l'événement, et puis on a des plans d'entraînement. On en a suffisamment parlé dans cet épisode, qui sont adaptés, qui sont suivis par des coachs dont on peut choisir le type de coaching, le tempérament, et puis tout ça va nous guider vers des meilleures performances au travers de cette application et de ces plans d'entraînement. Exactement. Et moi, par exemple, le premier objectif de 2021, il sera le 9 mai 2021 sur marathon. J'ai prévu de courir le Run Motion Coach Marathon de Chambéry, donc qui est la 2e édition à Chambéry, donc en Savoie, entre Annecy et Lyon. Et c'est un parcours qui est très sympa pour ceux qui connaissent des parcours comme le marathon d'Annecy ou le marathon de Lausanne. Là aussi, il y aura une bonne partie autour d'un lac. Ce sera le lac du Bourget, donc qui est le plus grand lac naturel de France. Et donc un parcours très sympa qui part de Chambéry, qui va jusqu'à Aix-les-Bains au bord du lac et qui revient dans le centre historique de Chambéry.
au pied des châteaux des comtes de Savoie. Et donc un parcours avec un beau paysage et puis un parcours historique. Donc j'espère que ce sera un des premiers marathons au mois de mai. Et puis si des auditeurs ont envie de participer à un marathon au printemps, ça peut être une idée de participation. Voilà, le message est lancé. Je pense que c'est un beau signe de succès pour votre application et votre entreprise d'avoir un marathon qui comporte votre nom. Exactement. Nous, donc c'est en co-organisation avec un club local à Chambéry. Et nous, on s'occupe de la partie communication pour faire croître la notoriété de cette course. Et on est très content de s'associer à cette course. Ça va d'ailleurs passer juste à côté de nos locaux, a priori vers le 25e ou 30e kilomètre. Donc, on espère que de passer à côté des locaux de Run Motion Coach vers le 30e kilomètre permettra de franchir le mur sans encombre. Et donc ouais, pour nous, c'est important de s'associer avec des courses locales. Et nous, on est très attachés à notre territoire alpin. Et donc voilà, si vous avez envie de courir un marathon au mois de mai, il y a le Run Motion Coach Marathon de Chambéry. Si c'était nécessaire, une couche de plus à rajouter sur l'aspect motivation, de pouvoir courir ce marathon et puis surtout faire une bonne action pour Chambéry et pour l'application. Exactement. Et puis d'ailleurs, ça relève de l'anecdotique, mais sur la fiche, il y a des éléphants. Et les gens se demandent pourquoi il y a des éléphants à Chambéry. S'ils viennent courir, ils pourront voir au 41e kilomètre pourquoi il y a des éléphants à Chambéry. Et il y a un petit caractère historique et culturel à rajouter au marathon. Le petit teasing pour tenir jusqu'au 41e. en espérant que vous n'ayez pas un pas d'éléphant au 41e kilomètre. Bon, on court plus comme un éléphant sur la fin du marathon qu'au début, forcément, mais voilà, de là à ce que ça fasse trembler le sol, j'espère bien que non. Exactement. Est-ce que l'un de vous deux a quelque chose encore à rajouter par rapport à cette thématique de la motivation, du sport connecté, et puis de cette année si particulière qu'on a vécue ? Moi, je dirais simplement, soyez optimistes. La course à pied, ça libère l'esprit, ça fait du bien pour soi, pour son corps, pour sa tête, que ça soit en compétition ou à l'entraînement. Donc, prenez du plaisir sur le chemin de votre entraînement jusqu'à la compétition et c'est le meilleur moyen d'être satisfait de sa future année 2021. Et donc, on espère tous se recroiser au départ ou à l'arrivée d'une course. Et puis, voilà, bon vent et bonne préparation. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que pour rester motivé, utilisez les outils qui sont mis à votre disposition et continuez à écouter le podcast de Nakan. Et peut-être même pour nous motiver, nous, dans notre marathon vers le succès du podcast, n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser une note 5 étoiles, si possible, et puis un commentaire. Ça nous permet de nous améliorer, et puis ça permet aussi de faire connaître le podcast. Et puis parlez-en en famille pendant les fêtes de Noël et pour les résolutions de vos amis qui ont besoin de motivation pour le début d'année 2021. Les bonnes résolutions, c'est courir plus, courir mieux avec Run Motion et avec Nakan. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à ça ? On peut peut-être finir. Donc le marathon Run Motion et Chambéry aura lieu le 9 mai, si j'ai bien compris. Bon, pour ceux qui n'auront peut-être pas couru le marathon et qui veulent quand même savoir pourquoi il y a des éléphants, on peut peut-être se donner rendez-vous en mai 2021 pour avoir l'épilogue de cette histoire. Voilà. Super, merci beaucoup à tous les deux. Et puis, on suivra ça avec attention. Oui, évidemment. On se retrouvera très probablement au cours de la 3e saison du podcast de Nakan. On l'a dit, on arrive au bout de cette 2e saison. On a encore un épisode à vous proposer au sujet de cette fameuse motivation et de cette année un petit peu particulière. Et puis ensuite, on clôturera cette saison 2 qui était riche en épisodes, en thématiques, en invités, et puis on va remettre le couvert pour faire encore mieux en saison 3 avec Hermano et de futurs invités. Et je pense que Run Motion Coach reviendront nous parler de ce marathon, de leur application, de peut-être de nouveautés au cours de la 3e saison. Ce sera en tout cas avec un immense plaisir qu'on vous accueillera, toi et ton frère Guillaume, au cours de la 3e saison du podcast. Merci beaucoup à vous. Merci Hermano, merci Romain, et puis à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Ciao, ciao.